Décidément, il y a un problème de connexion. Excusez-moi, chaque fois ça part. Alors, il faut vraiment avoir de la patience avec moi ce jour-là. Il y a tout un problème, je dirais, de connexion, malheureusement. Et il faut qu'on le règle. Malheureusement, c'est tout le temps, je dirais, c'est ça la Tenerife qui fait défaut. La vie de l'enfant commence donc très tôt avec la vie du fœtus et continue pour constituer une petite enfance, une enfance en bas âge, une enfance tout court et par la suite la vie de l'adolescence. Alors là, c'est une manière d'expliquer un tout petit peu toute l'historique de l'enfant, où la vie de l'enfant ne commence pas, je dirais, à 0 jour, 0 mois, et ainsi de suite, mais plutôt bien avant. Bien avant dans le sens de parler d'une vie avant la naissance, la vie du fœtus, dont je parlais tout à l'heure. Alors la vie de l'enfant commence donc très tôt avec la vie du fœtus et continue pour constituer une petite enfance, une enfance en bas âge, une enfance tout court et par la suite la vie de l'adolescence. Qui dit également la vie de l'adolescence peut parler de tout un tas de perturbations, tout un tas, je dirais, de changements, que ce soit corporel, que ce soit psychique, normalement que vivent habituellement les adolescents et les adolescentes. Alors si on a bien saisi ceci, on peut passer à autre chose pour pouvoir expliquer par la suite déjà le développement psycho-affectif et les différentes étapes de la vie. Alors on va essayer de voir un tout petit peu d'abord un certain nombre de généralités également par rapport à cette partie. La première généralité, c'est qu'il y a un rythme, ou qu'il y a des rythmes plutôt, qui sont différents par rapport au développement psycho-affectif de l'enfant. Je voudrais dire tout simplement qu'on peut parler par rapport à ces rythmes d'un rythme différent de l'autre, un rythme rapide dans des périodes, accéléré, beaucoup plus accéléré dans d'autres périodes, un peu ralenti dans une autre période, ou d'autres périodes, très accéléré dans d'autres situations et d'autres périodes. Alors là, il faut dire en quelque sorte que cela, on peut le constater déjà, je dirais, par rapport à la vie de l'enfant, lorsqu'on constate par exemple un bébé qu'on n'a pas vu pendant quelques semaines ou quelques mois, que l'enfant s'est développé d'une certaine manière extraordinaire, pour dire en quelque sorte qu'il s'agit là d'un développement normalement qui s'est fait d'une manière très accélérée. Alors là, c'est la période où il y a beaucoup plus, je dirais, de changements. Ensuite, par rapport à d'autres périodes, il risque d'y avoir une petite stagnation à un moment donné. Ensuite, ça reprend, je dirais, l'accélération par rapport à plus tard. On constate tout cela par rapport, par exemple, à un enfant que vous n'avez pas vu pendant un bon moment. Lorsque vous le voyez, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce qu'il a changé? Ça veut dire en quelque sorte qu'on constate un tout petit peu ce changement qui a été réalisé en très peu de temps. Alors on passe à expliquer les comportements, je dirais, de l'enfant dans cette situation-là. Les comportements se diffèrent en fonction des étapes de la vie. Alors, on a parlé d'un certain rythme normalement qui peut changer d'une période à une autre.
On va voir maintenant également comment réagit l'enfant par rapport à ces situations-là, par rapport à ces étapes. Alors, le développement psychoaffectif englobe les attachements. Il englobe également les relations interpersonnelles. Il englobe par la suite les relations familiales. Il peut englober les relations amicales par la suite, les relations de camaraderie, etc., etc. Tout cela, normalement, s'explique par rapport au développement psychoaffectif, je dirais, de l'enfant. À chaque étape, bien sûr, il y a tout un tas de choses, normalement, qui se réalisent ou qui s'absentent par rapport à ce comportement-là. En d'autres termes, on peut dire que la sphère psychoaffective et relationnelle s'ouvre ou se rétrécit en fonction des étapes de la vie. Alors, il y a des moments où il y a beaucoup plus d'ouverture par rapport à la sphère émotionnelle, mais il y a des moments où cette sphère émotionnelle, relationnelle, se rétrécit. On va voir un tout petit peu comment on peut expliquer cela. On peut l'expliquer d'abord par rapport à l'éducation normalement qu'a reçu l'enfant. On peut l'expliquer également par rapport aux différents milieux dans lesquels on baigne et par rapport également à la culture dans laquelle baigne chacun de nous. Alors, la sphère psychoaffective et relationnelle s'ouvre ou se rétrécit en fonction des étapes de la vie. Elle s'ouvre ou se rétrécit également en fonction des différents milieux, des différentes cultures et en fonction de chaque personne. Vous avez des personnes introverties, des personnes extraverties, et là, la différence est énorme par rapport à leur comportement et par rapport à leur réaction et par la suite par rapport à leur sphère émotionnelle. Et qui dit sphère émotionnelle peut parler de développement psychoaffectif de chacun de nous. Alors on passe maintenant à notre titre, à notre paragraphe à travers lequel on va expliquer tout un tas de choses. Alors, développement psychoaffectif, une réaction à un besoin. À travers ce titre, je voudrais bien également expliquer tout un tas de choses. Depuis son jeune âge, l'enfant réagit à son entourage par les cris, par les pleurs, par le regard, par les manifestations corporelles et somatiques. Je m'explique. Normalement, là, on parle d'un certain nombre de choses qu'on peut considérer comme innées. Ils sont innés, ils naissent avec la naissance de l'enfant. Ils sont plus ou moins considérés comme des réactions biologiques instinctives. Les cris, les pleurs, le regard, les manifestations psychosomatiques et corporelles. Ensuite, ces mécanismes, ces réactions, ces comportements prennent un autre sens. Les cris, les pleurs, les regards et les manifestations corporelles et somatiques vont par la suite servir pour pouvoir remplir des besoins. Parmi ces besoins, attirer l'attention de sa maman. L'enfant attire l'attention de sa maman, de sa nourrice, des personnes qui sont charges en général.
Ces manifestations sont des réactions biologiques naturelles innées. Jusqu'à maintenant, on parle de l'inné. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'apprentissage réel. Alors, l'enfant réagit par des cris, par des pleurs, par le regard, par des manifestations corporelles et somatiques pour attirer l'attention de sa maman, pour attirer l'attention de sa nourrice, pour attirer l'attention de toute personne se chargeant de lui. Ces manifestations sont des réactions biologiques naturelles innées. Jusqu'à maintenant, on les considère innées parce que, comme je disais, il n'y a pas d'apprentissage jusqu'à maintenant. Ensuite, pour répondre à des besoins biologiques simples, comme demander de la nourriture, pour le sommeil, pour la propreté, pour également parler de la chaleur, normalement, du froid qu'on ressent, et ainsi de suite. Alors tout cela, normalement, c'est pour pouvoir expliquer une situation, c'est pour pouvoir demander, je dirais, ou faire une demande par rapport à un besoin normalement parmi les besoins naturels de l'enfant. Ces besoins sont remplis, un apprentissage s'installe, apprentissage précoce. Alors une fois que ces apprentissages normalement, une fois que ces choses se réalisent par rapport à l'enfant, il y a tout un tas d'autres choses normalement qui vont s'installer par la suite par rapport à l'enfant. Normalement, ces apprentissages, excusez-moi, ces apprentissages précoces, l'enfant va utiliser de la même façon les cris, les pleurs, les manifestations corporelles et somatiques, mais pour bien sûr bénéficier d'un certain nombre de choses, normalement, à travers un apprentissage qui se réalise. J'explique un tout petit peu l'apprentissage. Excusez-moi. L'apprentissage est le suivant. Je pleure, on vient à mon aide. Je pleure, je me suis servi en matière de nourriture. Je pleure, il y a quelqu'un qui se charge de moi en matière de propreté, de nettoyage et ainsi de suite. Là, c'est tout à fait normal. Jusqu'ici, en quelque sorte, on peut parler d'inné. Mais à chaque fois que je répète les pleurs, les cris, à chaque fois que je dresse la demande, il y a un besoin qui se réalise. Là, ça devient en quelque sorte un apprentissage. La personne, enfin l'enfant, je dirais, apprend à travers cela qu'à chaque fois qu'il pleure, à chaque fois qu'il fait des cris, en quelque sorte, il y aura quelqu'un qui va venir à son aide. Et là, en quelque sorte, l'apprentissage précoce va s'installer. Et les manifestations corporelles et somatiques ne sont plus naturelles. Alors, on va passer, je dirais, à une autre situation qui n'a rien à voir avec le naturel. C'est une situation, je dirais, où l'enfant va pouvoir apprendre beaucoup de choses à travers ses manifestations, à travers son comportement, à travers ses réactions. Les manifestations psychosomatiques, les cris, les pleurs, les manifestations corporelles ne sont plus naturelles, ils deviennent un comportement acquis. Le comportement de l'enfant n'est plus un comportement inné, mais il devient par la suite un comportement acquis.
pour demander plus d'attention, plus de tendresse, plus d'amour et plus de choses normalement. À chaque fois qu'il fait, je dirais, la réaction, que ce soit les cris, que ce soit les pleurs, que ce soit le langage corporel, que ce soit le regard, il y a tout le temps une réponse qui fait que il s'est réalisé ce qu'il a voulu se réaliser. Alors on demande beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus d'amour, etc. de la part des personnes se chargeant de lui. Le plus souvent, c'est la maman, c'est la nourrice, le substitut. Ça pourrait être le papa, parce qu'il y a des parents également, des papas plutôt, qui se chargent de leurs enfants. Mais de toute façon, il y a tout le temps, je dirais, ce passage, je dirais, de l'inné vers l'acquis à travers à travers la répétition et à travers l'acquisition, je dirais, d'un certain nombre de choses, normalement, par rapport à l'enfant. Alors, on peut déduire, on peut conclure par là, en disant, ainsi, l'inné se transforme en acquis, l'acquis se transforme en habitude. Alors, ce qui était considéré comme comportement inné par rapport à l'enfant se transforme en comportement acquis. Et ce comportement acquis, normalement, risque également de se transformer lui-même en habitude. L'enfant va prendre l'habitude, à chaque fois qu'il a besoin de telle ou telle chose, de crier, de pleurer, pour qu'il puisse se réaliser ce qu'il veut se réaliser comme chose par rapport à lui. Alors, c'est une ruse appelée en jargon psychologique et psychanalytique mécanisme de défense. On en a parlé, si vous en souvenez. Ces mécanismes de défense, normalement, à partir d'un moment donné, l'enfant peut les utiliser. L'enfant en bas âge, déjà, peut les utiliser pour pouvoir se réaliser beaucoup de choses par rapport à lui. Alors, à travers, je dirais, les cris, à travers les pleurs, à travers les agitations, à travers le langage corporel, à travers le regard, à travers le regard par lequel on suit la personne, on peut demander beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de protection, beaucoup plus à chaque fois. Alors on risque de dire en quelque sorte que le comportement que nous avons commencé par dire qu'il s'agissait, ou que nous avons qualifié plutôt, je dirais, de comportement inné, ne l'est plus. Il l'est plus dans le sens où c'est vrai, c'est devenu un comportement plus ou moins acquis, qui finit par se traduire en comportement, je dirais, habituel. Ça devient une sorte d'habitude par rapport à l'enfant. Et jusqu'ici, je crois qu'on a essayé d'expliquer un tout petit peu comment se réalisent les relations d'attachement, les relations de tendresse, les relations, je dirais, à travers tout ce qui est émotionnel. On va essayer de comprendre cela à travers également d'autres réactions qui manifestent, ou que manifeste plutôt l'enfant en bas âge et qui grandissent petit à petit avec lui. Alors j'arrive déjà à une conclusion qu'on peut déjà installer par rapport à ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Pour dire dans cette conclusion qu'il est très important de connaître et de comprendre la psychologie de l'enfant en tant que praticien. Quand je parle des praticiens, ça pourrait être les travailleurs sociaux, ça pourrait être les psychologues,
Ça pourrait être les médecins, les pédiatres en particulier. Ça pourrait être les parents, ça pourrait être les éducateurs. Toute personne ayant relation avec l'enfant doit comprendre la psychologie de l'enfant, doit comprendre par la suite le développement psycho-affectif de l'enfant pour pouvoir agir et agir convenablement avec l'enfant. Cette compréhension nous permet d'agir convenablement et de comprendre par la suite comment agir convenablement face à un comportement de l'enfant. Si on ne comprend pas, je dirais, cela, on risque malheureusement de faire fausse route par rapport, je dirais, à notre manière de nous comporter par rapport aux enfants. Il faut savoir un tout petit peu, comment dire, débuter pour ne pas buter quelque part. Il faut savoir un tout petit peu comprendre les choses dans son sens, dans ses mécanismes, dans le comportement, je dirais, de l'enfant pour ne pas faire des erreurs en travaillant avec l'enfant. Et là, en quelque sorte, la compréhension de la psychologie de l'enfant, de son développement psycho-affectif est très essentielle pour ne pas faire d'erreurs face à l'enfant et face à son comportement. Et pour ne pas analyser, pour ne pas, je dirais, interpréter malheureusement mal, je dirais, son comportement. Bon, je m'arrête là. Je crois que j'ai bien expliqué le cours. Alors, je vous donnerai rendez-vous pour la semaine prochaine avec un nouveau cours. Ça sera le cours numéro 9 pour, je dirais, la semaine prochaine, Inch'Allah. Alors, d'ici là, je vous laisse porter bien et prenez bien soin de vous, de vos familles et à très bientôt pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Allez, au revoir.